Une mélodie disparaît à mi-parcours, et son témoin aussi. Bienvenue sur Dossier, je suis votre hôte Étienne. Cette communauté ne cesse de grandir. Laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous écoutez. C'est en lisant vos réflexions que tout cela vaut la peine. Commençons. C'était un après-midi tout à fait ordinaire dans le village de Nether Linford, le genre d'endroit où le bruit le plus fort, la plupart du temps, était le doux bourdonnement des abeilles sur la lavande ou le son lointain de la cloche de l'église. Le village était niché entre des collines verdoyantes, ses chaumières couvertes de lierre et ses habitants tous convaincus que rien de vraiment mal ne s'y produisait jamais. Ce samedi-là, le jardin du presbytère était en pleine floraison pour la soirée estivale annuelle de Linford. L'épouse du pasteur, Madame Hampstead, avait travaillé sans relâche à dresser les tables chargées de scones, de gâteaux au gingembre et de sandwichs sans croûte, tandis que des banderoles au drapeau britannique délavé flottaient entre les ifs. Les habitants, colonels à la retraite, veuves célibataires, commerçants rondouillards, se réunissaient, vêtus de leurs plus beaux draps et de leurs chapeaux de paille, pour siroter du thé tiède et discuter poliment. Au milieu de ce tableau pittoresque, Miss Jane Marple était assise, impeccable dans sa robe bleu pâle, une branche de pois de senteur épinglée à son revers. Elle sirotait son thé et écoutait attentivement, hochant la tête de son air poli et distrait, tandis que Madame Langford de l'épicier racontait, une fois de plus, le scandale du mariage de sa nièce avec un hygiéniste dentaire. Mais le clou de l'après-midi, annoncé en grande pompe par Madame Hampstead, devait être un concert de piano exceptionnel donné par M. Owen Ballantyne, le nouveau locataire du presbytère. C'était un homme calme et modeste d'une quarantaine d'années, récemment rentré d'un séjour d'enseignement musical à Vienne et qui avait apporté avec lui une réputation de génie mélancolique. Le piano, un piano droit, lustré, emprunté, au hall de l'école, avait été placé sous la pergola couverte de roses. À l'approche de M. Ballantyne, la foule se tut. Il s'inclina légèrement, s'assit avec révérence et posa ses doigts sur les touches. S'ensuivit l'interprétation envoûtante d'un nocturne inconnu. Les notes étaient douces, tristes et étranges, comme si elles avaient été composées au clair de lune et destinées à n'être entendues qu'une seule fois. La pièce s'est achevée avec délicatesse. Un tonnerre d'applaudissements a parcouru la foule, mais il était discret, presque réticent, comme si la musique avait touché quelque chose de trop intime pour être célébré à voix haute. Puis vint l'agitation. Un cri strident d'Edna, la femme de chambre de Madame Hampstead, brisa l'ambiance. Les gens se retournèrent surpris et la virent s'enfuir du fond du presbytère, son tablier flottant frénétiquement. « Il est parti !» hurla-t-elle, le visage pâle. « Monsieur Ballantyne, il n'est plus là, et il y a du sang dans la salle de musique. » Miss Marple ne se leva pas avec le reste de la foule, qui se précipita vers le presbytère dans une ruée confuse et curieuse. Au lieu de cela, elle posa sa tasse de thé, fronçant légèrement les sourcils, et jeta un coup d'œil au piano, où résonnait encore le fantôme de l'air disparu. « Un homme curieux », murmura-t-elle à personne en particulier. « Et une curieuse disparition, je pense. » Tandis que les villageois tourbillonnaient dans la confusion et les demi-théories, le soleil scintillait sur le banc de piano intact. Une partition flottant dans la brise légère ne portait aucun titre, juste une note finale barbouillée d'une teinte sombre et rouge. Miss Marple se leva très doucement de sa chaise. Le jardin n'était plus un lieu de conversation légère et de gâteaux sucrés. Alors que les invités se pressaient vers le presbytère, un silence s'abattit sur la foule, chargé du frisson muet d'un événement terrible. Des pas piétinaient les allées soignées, des jupes effleuraient les delphiniums, et des tasses de thé étaient oubliées sur toutes les surfaces disponibles. Miss Marple, plus lente que les autres, s'autorisait à s'attarder juste assez pour observer plutôt que participer. À l'intérieur du presbytère, la salle de musique était une modeste pièce attenante au hall principal, avec du lierre frisant, les fenêtres,
et une odeur persistante de cirage et d'huile essentielle de citron. Edna, la servante, était maintenant assise sur une chaise du hall, s'éventant d'une main tremblante, tout en serrant son tablier de l'autre. « Il est par terre », murmura-t-elle à voix basse. « Le sang, juste à côté de l'endroit où il pose toujours son métronome. » Le métronome, remarqua Miss Marple en entrant la dernière, était bel et bien là, penché sur le côté, le pendule immobilisé à mi-oscillation. Une tache rouge foncé marquait le parquet à proximité, quoique peu importante. Une éclaboussure, pas une flaque. Une ligne pâle, presque comme un sentier, menait vers les portes-fenêtres ouvertes et l'étroit chemin de gravier qui entourait la maison. « Eh bien, je dois dire, » annonça le colonel Fanchaud, légèrement essoufflé par l'effort fourni pour rentrer, « tout cela est un peu mélodramatique. Une petite coupure, sans doute. Il a glissé et s'est cogné la main. Rien d'extraordinaire. » Madame Hampstead secoua fermement la tête. Il a laissé son cartable, ses lunettes, et ce morceau de musique étrange qu'il a joué. Et Edna dit qu'il était censé prendre le thé ici, juste après sa représentation. Miss Marple se pencha vers la chaise à côté du petit bureau où M. Ballantyne rangeait habituellement ses affaires. Les lunettes étaient repliées avec précision sur un carnet relié en cuir. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvaient des pages de notation musicale, inhabituelles et complexes, accompagnées d'observations minutieuses, écrites à la main. Pratique. Modulation de Schubert, 15 heures. Pièce de récital, forme finale. Mais il n'y avait aucune mention du morceau qu'il venait de jouer. Elle tourna une page, puis une autre. Les 3 dernières entrées avaient été barrées au crayon, et sous la marge inférieure de la plus récente, un léger gribouillage en minuscules caractères. Trop tôt, l'inspecteur Crail arriva, de Belfort dans l'heure, convoqué par l'un des membres du conseil paroissial qui avait pris sur lui de prendre le commandement. Crail était un homme d'une 50aine d'années, grand et mince, au regard perçant qui se rétrécissait lorsqu'il se concentrait. Il écouta poliment les rapports recueillis et posa quelques questions superficielles, principalement concernant le sang. « Des signes de lutte ?» demanda-t-il à Edna dont la voix restait faible. « Non, monsieur, j'ai vu le sang sur le sol et monsieur Ballantyne disparu. Son thé était encore chaud. Je venais de le verser, voyez-vous. » Quelqu'un l'a remarqué partir. Un chœur de non s'éleva parmi les villageois rassemblés autour de la scène. Quelques-uns regardèrent le sang avec inquiétude. La plupart murmurèrent des théories. Miss Marple se tenait près des étagères, les yeux parcourant légèrement les titres sur l'histoire de la musique, les textes religieux et un nombre curieux de journaux écrits en allemand. « C'est étrange qu'il soit parti en plein thé », se murmura le révérend Hampstead. « Il ne m'a jamais semblé impulsif, un peu distant peut-être, solitaire, mais pas erratique. »« Pas d'ennemi alors ?» demanda Crail. Le vicaire échangea un regard avec sa femme. « On n'en a jamais vu ?» Il était discret. Il s'était porté volontaire pour aider à sonner les cloches le dimanche. Il avait un don pour l'orgue. Miss Marple a surpris Madame Langford en train de chuchoter à son amie Madame Cribben près de la porte du salon. « Il avait toujours l'air d'avoir un secret, » dit Madame Langford en hochant la tête d'un air entendu. Ce genre de visage maussade, probablement quelque chose du continent à mon avis. Madame Cribben laissa échapper un petit cri. « Vous ne pensez pas qu'il fuyait quelqu'un ?» L'esprit de Miss Marple s'agitait, non pas avec frénésie, mais avec constance, comme le métronome toujours penché sur le sol. Elle jeta un nouveau coup d'œil au piano, son regard se fixant sur les partitions éparpillées. Une page en particulier semblait ne pas correspondre aux autres. Elle était imprimée non manuscrite et portait un titre en français, « Nocturne pour une ombre ». Elle le ramassa doucement et remarqua le nom tapé sous le titre « Claude Armand ». Elle connaissait ce nom. Pas intimement, mais grâce à un article qu'elle avait lu dans Supplément littéraire du Times, un compositeur français, considéré comme perdu pendant la guerre, dont les œuvres étaient inédites et jamais jouées hors de Paris.
que Ballantine en ait joué une aujourd'hui et qu'elle soit revenue si récemment de Vienne. Eh bien, cela provoquait en elle un profond malaise. Dehors, les invités commençaient à rentrer chez eux, prétextant des maux de tête soudains et des engagements pressants. Miss Marple ne partit pas. Elle demanda discrètement si elle pouvait emprunter la partition et jeter un autre coup d'œil à la salle de musique. L'inspecteur Crail, peut-être par courtoisie envers son âge ou par vague reconnaissance, il avait vu son nom dans des rapports une ou deux fois, acquiesça d'un signe de tête. « Vous pensez que c'était prévu, Miss Marple ?» Elle sourit doucement. « Je me rends souvent compte que lorsque des gens disparaissent, c'est rarement spontané. Le monde est plein de petits avertissements, si l'on sait les voir. Et le sang. Eh bien, dit-elle en retournant les yeux vers la fenêtre, cela dépend si c'est le sien. » Il la regarda, surpris. « Tu crois que ça pourrait être à quelqu'un d'autre ? » « Oh, je pense que presque tout est possible, » répondit-elle. « Mais il serait peut-être intéressant de savoir si M. Ballantine a reçu de la visite récemment. Quelqu'un de Vienne, peut-être. » L'inspecteur Crail prit note. « Vous croyez qu'il s'est enfui ? Je crois qu'il avait peur, » dit-elle simplement. « Et quand on a peur, on fuit. On se cache, ou on se prépare. » Ce soir-là, le village de Nether Linford bourdonnait de murmures. Au pub Green Swan, après plusieurs pintes, M. Spalding, le maître de poste, annonça à son auditoire que Ballantine avait probablement été un espion. Des lettres étrangères, chaque semaine, toujours marquées de cette étrange encre bleue, jamais expédiées de la boîte aux lettres non plus, remises à quelqu'un, je le jure. Au même moment, Madame Hampstead racontait les événements de la journée à sa sœur au téléphone. Il veillait toujours tard, vous savez. J'entendais ce piano à 2 heures du matin, et une fois, je l'ai surpris en train de brûler du papier, dans le brasero du jardin. Des brouillons de musique, disait-il. Mais j'ai senti l'odeur de l'encre. Dans son propre salon, Miss Marple était assise près du feu, une couverture sur ses genoux, et le nocturne pour une ombrée étalée sur son petit bureau. L'air lui était inconnu, mais sa construction avait quelque chose d'étrangement irrégulier. Elle traça les portées du bout des doigts, notant les variations de la section centrale, comme si elle avait été composée par une autre main. À côté des partitions se trouvait le carnet de cuir, emprunté au vicaire sous prétexte d'une écriture curieuse. Sur la couverture intérieure, Ballantine avait inscrit une ligne en allemand. On n'entend bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Elle le traduisit à voix haute. On ne voit clairement qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Miss Marple soupira et attrapa son tricot. Disparition, sang, musique obscure et messages cachés, tant de détails, et aucun ne s'y prêtait vraiment. Pas encore. Mais elle avait remarqué un détail que personne d'autre n'avait remarqué. La dernière mesure de la musique, celle tachée de rouge, comportait une petite fioriture, une note ajoutée qui n'avait rien à voir. C'était une vieille habitude des compositeurs de marquer leurs œuvres privées avec des initiales déguisées en notes. Et elle était tout à fait certaine que les fioritures formaient les lettres Californie. Pas les initiales de Ballantine. La musique n'était pas seulement envoûtante, c'était un message. Et quelqu'un à Nether Linford l'avait compris. Vous avez dit « Poursuivez l'histoire en maintenant un flux solide et logique qui s'intègre parfaitement à la partie précédente. La transition doit être naturelle et captivante, garantissant le bon déroulement de l'enquête. Chaque événement doit s'appuyer sur le précédent, menant au développement suivant sans changement brusque. Suivez ces directives. Maintenez le récit étroitement lié à la section précédente. Assurez-vous que la chronologie reste solide et cohérente, sans sauts ni détours inutiles. Le ton, le rythme et le style doivent correspondre au flux établi. Maintenez le suspense et l'intrigue tout en guidant l'histoire vers le moment clé suivant. Évitez les titres ou les sauts de section. L'histoire doit être continue et immersive. Répondez toujours directement dans le chat sans perturber le format de l'histoire. Section 3, 1, 200 mots.
Commencez à écrire dès maintenant. ChatGPT a dit, le lendemain matin, un ciel gris et lourd s'éleva sur Netherlingford, comme si le village lui-même hésitait à se réveiller après les événements de la veille. Le presbytère demeurait étrangement immobile, les rideaux tirés plus tard que d'habitude. Miss Marple, cependant, était déjà levée et habillée, sa théière infusant doucement tandis qu'elle classait ses notes de la veille. Elle avait très peu dormi, son esprit ressassant les implications de la musique, des initiales et du message étrange glissés dans le carnet de Ballantine. Dehors, la rue était animée d'une énergie tamisée. Les portes s'ouvraient avec précaution, et les voisins s'attardaient un peu plus près des haies, les voix chuchotées, chacun impatient d'entendre le dernier rebondissement de ce qu'ils avaient rapidement baptisé l'affaire Ballantine. Comme à son habitude, Miss Marple sortit se promener d'un pas lent mais assuré, saluant de la tête les rares personnes qui la saluaient. Elle passa devant le pré, où l'herbe portait encore l'empreinte aplatie des chaises pliantes, et traversa vers la poste du village. Miss Spalding était à l'intérieur, faisant semblant de trier le courrier, mais attendant visiblement que quelqu'un lui demande des ragots. Lorsque Miss Marple entra, il se redressa, gonflant son estomac. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il d'un air suffisant. « C'était un peu chargé hier, hein ?»« Tout à fait. J'espère que tout cela ne vous a pas trop perturbé. »« Oh non, pas moi. Pourtant, ma femme n'a pas fermé l'œil. Elle continue de croire qu'elle a vu quelqu'un rôder dans la ruelle avant-hier soir. Elle dit que ce n'était pas un visage qu'elle connaissait. C'était peut-être un étranger. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « J'imagine qu'elle a croisé bien des visages inconnus au fil des ans. Avec les lettres et les colis, j'imagine qu'on remarque les nouveaux venus avant la plupart. » Spalding se pavana un peu. « Eh bien, je faire, suivez-moi. Officieusement, bien sûr. J'ai vu plein de courriers étranges d'arriver. Monsieur Ballantine, lui, a reçu des choses de Vienne, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi un colis la semaine dernière qui ne semblait pas étranger. Pas de timbre, remis en main propre, je crois. »« Vraiment? Et il l'a récupéré lui-même » Spalding hésita. « Eh bien non, il l'a laissé derrière le comptoir. Quand il est arrivé lundi matin, je lui ai demandé s'il attendait quelque chose. Il a semblé surpris. Il l'a pris rapidement. Il ne l'a pas ouvert ici. Le colis faisait à peu près la taille d'un livre. C'est curieux. Et tu n'as pas vu qui l'a apporté? Non, il était déjà là quand je l'ai ouvert. Je pensais qu'il devait venir des Hampstead ou de la Chorale, mais personne ne l'a réclamé. » Miss Marple le remercia avec une courtoisie bienveillante et se dirigea vers l'église. Elle trouva le révérend Hampstead dans son bureau, l'air plus perturbé que d'habitude, des papiers éparpillés devant lui en désordre. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec soulagement. « Entrez, entrez. L'inspecteur Crail était encore là ce matin. Il dit qu'ils ont trouvé une piste ténue, partant des portes-fenêtres, traversant les buissons et descendant jusqu'au vieux puits, mais aucune trace de M. Ballantine lui-même, juste un de ses boutons de manchette accroché à un buisson épineux. » Miss Marple accepta la place offerte. Les boutons de manchette s'enlèvent facilement quand on est pressé ou qu'on a du mal à les porter. M. Ballantine les portait-il souvent? Seulement pour les occasions officielles. Mais il était plutôt bien habillé hier. En effet, dit Miss Marple pensivement. Et avait-il reçu des visiteurs récemment? Quelqu'un que vous n'auriez pas rencontré personnellement? Eh bien, le vicaire se gratta le menton. Il y avait un homme brun mince à la voix étrangère. Il est arrivé il y a 2 jours pour s'enquérir des vieux disques de musique de l'église. Il a dit qu'il faisait une étude sur la musique ecclésiastique et qu'il avait entendu dire que nous avions un recueil de cantiques rares. Monsieur Ballantine a semblé mal à l'aise quand je l'ai mentionné. A-t-il rencontré l'homme? Je n'en suis pas sûr, je pense plutôt que oui. Le monsieur a séjourné à la Crown Inn, juste une nuit. Miss Marple quitta le bureau du vicaire avec un doux remerciement et se dirigea vers l'auberge de la Couronne. Madame Potts, l'aubergiste, connaissait bien Miss Marple et n'avait pas besoin d'être incitée. Ah oui, le type qui est venu la semaine dernière. Français ou Suisse, je suppose. Payé en liquide. Discret mais pas impoli.
Il portait une petite sacoche et s'enquérait de la musique à l'église. Il est parti tôt le lendemain matin. Il n'a même pas pris de petit déjeuner. Il n'a pas donné de nom non plus. Il a juste signé le livre d'or en disant « Monsieur Leclerc ». Miss Marple demanda à voir le livre d'or, remarquant l'inclinaison prudente de la signature étrangère et l'absence de fioritures. Délibéré, expérimenté, un homme habitué à brouiller les pistes. En revenant sur la place du village, elle croisa Madame Langford et Madame Cribben assises devant la boulangerie, en train de bavarder autour de petits pains au raisin. « Je te l'avais dit, non ?» dit Madame Langford. « Il était trop réservé. Les artistes ruminent toujours sur des choses sombres. Cet air qu'il jouait, c'était comme un enterrement. » Miss Marple marqua une pause. « L'avez-vous reconnu, Madame Langford ?»« Oh non, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais ça m'a fait dresser les cheveux sur les bras. C'est étrange, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. « Comment un seul morceau de musique peut transmettre autant de tristesse sans un mot ?» Ce soir-là, elle écrivit à un contact avec lequel elle avait correspondu pendant la guerre. Un ancien musicologue aujourd'hui à la British Library. Elle y joignit une copie d'un extrait du Nocturne pour une ombrite à demander si une partie avait déjà été publiée et, plus important encore, si les initiales de la signature Californie correspondent à n'importe quel style ou chiffrement connu. Avant de se coucher, elle revit le carnet. Quelque chose commençait à se dessiner dans son esprit. Pas vraiment une conclusion, mais une idée. L'absence du nom de Ballantyne sur la partition, les initiales cachées dans les notes, le visiteur français et l'étrange colis. Et la curieuse phrase qu'il avait écrite. Trop tôt, elle retourna cette phrase dans sa tête. Trop tôt, pourquoi? Pour jouer le morceau? Pour le partager? Ou Ballantyne avait-il voulu avertir quelqu'un, peut-être lui-même? On frappa à sa porte peu après 9 heures. C'était l'inspecteur Crail, son chapeau à la main, son manteau encore humide de la pluie fine. « Bonsoir, Miss Marple. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle lui offrit du thé qu'il déclina et attendit. « Nous venons d'en avoir confirmation de Vienne. Ballantyne n'a jamais été employé par un conservatoire de Vienne. Il n'existe aucune trace de son enseignement dans une institution officielle. Mais il y a été un reportage, il y a près de 20 ans, sur un homme correspondant à sa description, impliqué dans un scandale. Un compositeur britannique prometteur, accusé d'avoir volé des manuscrits inédits à un musicien français décédé dans des circonstances mystérieuses. Claude Armand? Crail cligna des yeux. Oui. Comment as-tu... Miss Marple sourit, simplement. Et ce compositeur a-t-il jamais été inculpé? Non, il a disparu. La rumeur disait qu'il avait changé de nom et vécu sous des pseudonymes en Europe. Il semble qu'il soit revenu au pays sous le nom d'Owen Ballantyne. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Alors je pense qu'il faut se demander, quelqu'un a-t-il découvert qui il était vraiment? Ou pire, quelqu'un d'autre savait-il ce qu'il avait fait? Crail se pencha en avant. Tu crois que le morceau qu'il a joué a été volé? Je pense qu'il n'était pas destiné à être joué en public. Non pas parce qu'il a été volé, dit-elle doucement, mais parce que c'était une confession, une complainte, peut-être même un piège. Crail fronça les sourcils. Tu veux dire que quelqu'un était censé l'entendre? Oui, dit Miss Marple, et quelqu'un a fait. Et j'ose dire qu'ils en ont entendu bien plus que nous tous. Assez pour comprendre que Ballantyne, ou Armand, ou qui que ce soit d'autre, savait quelque chose de dangereux. Peut-être quelque chose qu'il ne pouvait pas lui permettre de partager. Crail se leva lentement. « Tu crois qu'il a été réduit au silence ?»« Je crois, » dit Miss Marple, les yeux tournés vers la cheminée où résonnait encore la musique, « que nous écoutons une histoire racontée en notes, pas en paroles. Mais il faut écouter attentivement, car le tueur l'a entendu aussi. » L'inspecteur Crail quitta la maison de Miss Marple d'un pas lourd, plus pensif qu'à son arrivée. La pluie avait recommencé, une fine bruine persistante qui s'accrochait à tout, adoucissant les contours du village et ses secrets. Miss Marple, cependant,
restait près de sa fenêtre, observant la brume se déposer sur les haies. Sur ses genoux, la partition et le carnet étaient posés côte à côte, comme deux voix en conversation tranquille. Une tendance se dessinait, elle en était désormais certaine, non seulement dans les notes, mais dans les actions de ceux qui étaient entrés dans la vie de M. Ballantyne durant ces dernières semaines. Le lendemain matin, la British Library lui répondit. Elle arriva dans une enveloppe simple, postée en express, l'écriture soignée et précise. Son contact, M. Elston, avait été intrigué. Le Nocturne, confirma-t-il, présentait des similitudes de forme et de style avec plusieurs fragments, inédits retrouvés dans la succession de Claude Armand, le compositeur français présumé mort depuis 1945. Plus révélateur encore, l'étrange fioriture que Miss Marple avait relevée, un motif de 2 notes codées dans la dernière mesure, correspondait à la signature connue d'Armand. Un code musical qu'il n'utilisait que dans ses compositions personnelles. Mais la révélation la plus surprenante fut la suivante. Un motif presque identique était déjà apparu dans un fragment déposé auprès d'Interpol, une composition inachevée que l'on croyait découverte dans une pension de famille parisienne en 1947, où les derniers biens d'Armand avaient été saisis après sa mort inexpliquée. Ce fragment avait été déclaré volé peu après, avec 2 autres. L'affaire s'était discrètement éteinte sans être résolue. Miss Marple replia la lettre, l'air indéchiffrable. Il ne subsistait plus aucun doute, pensa-t-elle, sur ce que M. Ballantyne avait fait. Il était revenu non seulement pour se cacher, mais pour lutter contre un sentiment enfoui depuis longtemps, pour exprimer la culpabilité qu'il avait poursuivie, au-delà des frontières et des décennies. Elle se dirigea vers le presbytère sous un ciel bas et trouva Madame Hampstead en train de préparer des recueils de cantiques dans le salon. « L'ambiance au village est si étrange, » dit la femme du pasteur. « Les gens semblent presque effrayés. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Quand quelque chose de laid se glisse dans la lumière, ça perturbe toujours les gens. Ça leur rappelle que des visages ordinaires peuvent porter des masques. La police a-t-elle fait des progrès? Je le crois, dit Miss Marple. Mais c'est un cas curieux, vous savez. Le genre de cas qu'on ne résout pas avec des empreintes digitales ou des traces de pas. On le résout avec la mémoire. Madame Hampstead parut perplexe, mais ne dit rien de plus, tandis que Mademoiselle Marple pénétrait à nouveau dans la salle de musique. La tache de sang avait été nettoyée, mais son spectre subsistait sur le bois. Debout près des porte-fenêtres, elle remarqua la haie au-delà et le léger bruit de l'herbe le long du chemin. Ballantyne était partie, volontairement ou non par ce chemin. Mais pourquoi laisser la musique derrière lui? À moins qu'elle ne soit destinée à être retrouvée, à dire ce qu'il ne pouvait pas dire. Elle recula, son regard parcourant à nouveau les étagères. Parmi les livres, elle remarqua qu'un volume avait été déplacé. L'espace était trop étroit pour qu'on puisse y faire attention. Elle le sortit. C'était un mince recueil relié en cuir, d'essais sur l'interprétation musicale, allemand d'un côté et anglais de l'autre. À l'intérieur, glissée entre les pages, se trouvait une photographie délavée. On y voyait 2 jeunes hommes en costume formel, debout devant ce qui semblait être un théâtre parisien. L'un était indéniablement Ballantyne, plus mince, moins grisonnant, mais avec le même regard renfermé. L'autre homme souriait directement à l'objectif. Ses cheveux étaient bruns, son expression ouverte et pleine de vie. Au dos de la photo, à l'encre commençant à baver, était écrit « Owen & Claude, 1939 ». Avant que tout ne change, Miss Marple resta un long moment, la photo à la main. Ils étaient proches, alors, plus que des collègues, peut-être des amis, peut-être même plus. Et si Armand avait fait confiance à Ballantyne, avait partagé son travail, alors le vol n'était pas seulement une trahison, c'était une affaire personnelle. Elle quitta le presbytère et traversa à nouveau le village. Près de la place, elle aperçut un jeune homme debout sous le sycomore, une silhouette grande et mince, les cheveux blonds sous une casquette. Il dessinait quelque chose dans un petit carnet. Elle le reconnut aussitôt, James Weatherby, neveu
Du colonel Fanshawe, récemment revenu au village après avoir travaillé à l'étranger. Il avait assisté à la garden party, quoique discret et sans prétention. « Tu dessines magnifiquement », dit Miss Marple en s'approchant. James sourit, poli mais sur ses gardes. « Juste de brèves impressions, ça m'aide à réfléchir. »« Et que penses-tu de notre récent mystère ? Je trouve ça tragique, dit-il. »« J'aimais bien Ballantine. Nous avons parlé de musique à quelques reprises. Il était hanté pourtant. Le genre d'homme qui semblait toujours un peu effrayé à l'idée que quelqu'un l'appelle dans l'ombre. Est-ce qu'il t'a parlé de Claude Armand ?» James marqua une pause. Une seule fois. Il a dit qu'Armand était l'homme le plus talentueux qu'il ait jamais connu, et le plus généreux. On aurait dit des regrets. Miss Marple hocha lentement la tête. On confond souvent génie et assurance, mais les deux font rarement bon ménage. James ferma son carnet. « Tu crois qu'il est mort ? Je crois que quelqu'un voulait le faire taire, dit-elle doucement. Et qu'il le fasse ou non dépend peut-être de la façon dont on le perçoit, qu'il ait déjà trop parlé. » Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Crail revint avec des nouvelles. Aucun corps n'avait été retrouvé, mais le manteau de Ballantine, reconnaissable à une déchirure sur la manche gauche, avait été découvert lesté de pierre près de la berge, quelques kilomètres en aval. Pas de sang dessus, aucune trace de lutte, comme s'il avait perdu son identité comme une vieille peau. « Une mise en scène », dit simplement Miss Marple. « Suggérer un suicide, mais c'est bien trop délibéré, trop propre. » « Tu penses qu'il est vivant ? » « Je pense qu'il voulait que quelqu'un croirait y était mort. » Crail fronça les sourcils. « Pour m'échapper ? Peut-être, ou peut-être pour provoquer une réaction. » Il lui lança un regard interrogateur. « Et quelle réaction attends-tu » Elle se leva et se dirigea vers sa fenêtre. Dehors, la brume était revenue, s'enroulant entre les haies comme des secrets murmurés. Elle tapota la partition pliée. « Dites-moi, inspecteur, si vous aviez volé quelque chose d'irremplaçable, quelque chose que le monde croyait perdu, de quoi auriez-vous le plus peur ? » « Quelqu'un qui prouve que ce n'était pas toi, dit-il lentement. Quelqu'un qui pourrait révéler la vérité. Exactement, dit-elle, et la performance de Ballantine était son jugement. Il était audace quelqu'un pour réagir, pour l'arrêter, pour se révéler. Crail s'assit lourdement. Vous insinuez que ce n'était pas juste une confession, mais un appât. Miss Marple hocha la tête. Et maintenant, il faut attendre de voir qui flanchera. Car quelqu'un dans ce village en sait plus qu'ils ne l'admettent. Et leur silence pourrait bien être de courte durée. Le soir tomba comme un rideau, lent et définitif. Le village se blottit contre le froid, les fenêtres luisant faiblement à travers la brume. Miss Marple était assise près de son foyer, ses aiguilles claquant doucement tandis que le feu crépitait. Quelque part, un meurtrier observait peut-être attendant, se demandant si le piège n'était pas tendu trop tôt, ou pas assez tôt, et Miss Marple, avec la patience d'une araignée au cœur de sa toile, attendait. Elle connaissait bien la nature humaine. Les secrets, une fois dérangés, restaient rarement enfouis, et la culpabilité, comme la musique, revenait toujours au même refrain. Le lendemain, le froid s'installa plus froid que prévu. Le ciel recouvert d'une fine pellicule de givre qui s'était déposée silencieusement sur les haies du jardin et les vitres pendant la nuit. Le chant habituel des oiseaux semblait atténué, comme si même la nature s'était tue pour écouter la suite. À Nether Linford, les spéculations s'étaient muées en certitude dans de nombreux milieux. Monsieur Ballantine s'était noyé ou avait été tué, selon la personne interrogée et la quantité de xérès consommée. Miss Marple, cependant, n'était ni convaincue ni satisfaite. La netteté de l'ensemble, le sang, le manteau, la partition sans titre, ne relevait pas de la tragédie mais de l'orchestration. Quelque chose avait été arrangé avec un soin méticuleux, et c'est précisément cette précision qui la convainquit qu'ils étaient induits en erreur. Elle tricotait sur son petit banc près de la fenêtre lorsque le jeune James Weatherby revint. Il avait, semblait-il, pris l'habitude de se promener dans le village en fin de matinée, carnet de croquis toujours à la main.
Miss Marple remarqua qu'aujourd'hui, il le portait différemment, serré sous son bras, au lieu d'être ouvert, et prêt à l'emploi. Lorsqu'il la vit, il fit un bref signe de tête et continua sa route vers le pré. Une minute plus tard, elle attrapa son manteau et sortit. L'herbe brillait encore de rosée, tandis qu'elle descendait le chemin. James s'était arrêté sous le même sycomore, mais cette fois son attention n'était pas portée sur le paysage, mais sur le monument aux morts, les yeux fixés comme s'il essayait de déchiffrer des noms qu'il connaissait déjà par cœur. Miss Marple s'approcha de lui sans un mot. Ce fut James qui rompit le silence. « Je pense sans cesse à la musique, » dit-il, « le son que Ballantyne produisait quand elle était jouée. Pas seulement triste, désespéré. » « Il était désespéré, » dit doucement Miss Marple, « mais pas en quête de pardon, de résolution. Voyez-vous, il n'était pas seulement hanté par ce qu'il avait fait, il avait peur de ce qui pourrait lui arriver, ou pire de ce qui pourrait être fait en son nom. » James leva les yeux en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire par « en son nom » ?» Miss Marple observa son visage. C'était un beau visage, jeune, intelligent, mais accablé. « Vous l'avez rencontré plus d'une fois, n'est-ce pas ?» James hésita. « Oui. Et tu as parlé d'Armand. »« Oui, mais pas au début. Il a vu un de mes croquis. C'était un portrait que j'avais dessiné à Vienne des années auparavant, pendant mes études, de Claude Armand, d'après une photographie exposée dans un musée. Ballantyne l'a reconnu. » Miss Marple hocha la tête, sans surprise. « Et qu'a-t-il dit ? » ?»« Il est devenu pâle. Il m'a dit que j'avais saisi quelque chose dans l'expression d'Armand qu'il n'avait jamais pu oublier. Puis il m'a demandé si je croyais à la propriété artistique. »« Ah !» dit Miss Marple à voix basse. « C'était donc le début. » James expira. « Il m'a dit la vérité, ou une version de celle-ci, qu'il avait emporté les œuvres inédites de Claude après la guerre, qu'elles étaient censées être partagées, mais ne l'ont jamais été. Il a dit qu'il les avait cachées par peur du regard des gens, peur qu'on dise qu'il les avait volées. Tu l'as cru? Oui, mais je savais aussi quelque chose qu'il ignorait. » Il la regarda alors pleinement. Armand avait un frère. Miss Marple cligna des yeux. Un frère? Mais Claude Armand était considéré comme seul. Ses biens passèrent à l'État. James secoua la tête. Pas vraiment. Le frère n'était pas connu du public. Il portait un autre nom, celui de jeune fille de leur mère. Il est resté discret, surtout après la guerre. Je l'ai rencontré par hasard à Paris il y a 2 ans. Il est musicologue maintenant, un homme calme et sévère. Il s'appelle Marc Leclerc. Les pensées de Miss Marple se bousculèrent aussitôt. L'homme qui avait séjourné à la Crown Inn, celui qui avait posé des questions sur la musique religieuse. Il est venu ici. James hocha la tête. Je n'en ai pas parlé à Ballantyne au début, mais Marc m'a écrit pour me demander si j'avais des contacts avec un homme du nom d'Owen Ballantyne. Il l'avait retrouvé dans les milieux universitaires. Il m'a dit qu'il avait enfin trouvé l'homme qui avait pris l'héritage de son frère. Et puis, j'en ai parlé à Ballantyne. Il n'a pas été surpris. Il a dit que ce n'était qu'une question de temps. La voix de Miss Marple était calme. Et qu'avait-il l'intention de faire? Il a dit qu'il lui restait une dernière chose à terminer. Une performance. Le Nocturne. Une œuvre qui n'était pas d'Armand. Pas entièrement. C'était eux deux. Une œuvre qu'ils avaient commencée ensemble avant la guerre et qu'il avait achevée en secret. Il a dit que c'était son offrande. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Les fils se rejoignaient maintenant. De longs fils qui enroulaient leur boucle autour de l'art, de la culpabilité et du désir de rédemption. « Savez-vous où il est, monsieur Weatherby ?» James détourna le regard. « J'ai promis de ne rien dire. S'il est vivant, il est en danger. » James se retourna brusquement. « Tu crois que Marc... » Je pense que ce morceau n'était pas seulement une confession, c'était une accusation, cachée, mais reconnaissable entre 1000 pour celui à qui elle était destinée. Le style d'Armand, sa voix, s'y ajoutait à quelque chose de nouveau. Marc Leclerc l'a entendu et l'a compris.
Et s'il croyait vraiment que Ballantyne avait profané l'œuvre de son frère, James passa une main dans ses cheveux. Il ne voulait pas se venger. Ce n'est pas comme ça qu'il parlait. Non. Mais les gens ne parlent pas toujours comme. Ils agissent. Une cloche sonna faiblement sur la place. L'horloge de la salle des fêtes sonnait midi. Le son sembla interrompre le matin, comme un signal. « Où est-il, James ?» demanda-t-elle à nouveau, doucement cette fois. Si Ballantyne voulait vraiment disparaître, il serait allé loin. Mais s'il a mis en scène sa mort, c'était pour provoquer quelque chose, ou quelqu'un, et je ne pense pas qu'il soit allé bien loin. James baissa les yeux, les épaules tendues. Il est à la vieille maison du garde-chasse, près de Gorse. Hill, elle est vide depuis des années. Il est là depuis la représentation. Miss Marple hocha la tête. Alors, il faut y aller, discrètement, et ensemble. Ils rencontrèrent l'inspecteur Crail en chemin. Miss Marple parlait à voix basse, claire et ferme. L'inspecteur ne protesta pas. En fin d'après-midi, les nuages s'étaient épaissis et le vent s'était levé. Le chemin menant à Gorse Hill était étroit et envahi par la végétation, mais familier à ceux qui vivaient au village depuis longtemps. La maison n'était visible que lorsqu'on s'en approchait. Murs de pierre à moitié recouverts de lierre, cheminée en ruine, fenêtres fermées de l'intérieur. James s'approcha de la porte et frappa 3 fois. Silence. Puis, lentement, la porte s'ouvrit en grinçant. Owen Ballantyne se tenait sur le seuil. Il paraissait plus âgé, plus pâle, mais parfaitement serein. Il aperçut Miss Marple et son expression resta inchangée. Je me demandais combien de temps cela te prendrait. Miss Marple s'avança. Vous avez magnifiquement joué votre rôle, monsieur Ballantyne, et dangereusement. Vous avez provoqué quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Il s'écarta pour les laisser entrer. La maison sentait le bois humide et le vieux papier. Un feu couvait doucement dans l'âtre. Sur une petite table près du mur se trouvait une deuxième partition, sans inscription ni titre. « C'est une nouvelle. »« Œuvre » dit Ballantyne. « Pour Armand, une œuvre qu'il serait le seul à comprendre. »« Mais vous avez déjà écrit votre message, » dit Miss Marple. « Et Marc Leclerc l'a entendu. Il est venu ici, n'est-ce pas ?» Ballantyne hocha la tête. « Il y a 2 nuits. Et il est parti tranquillement ?» Le compositeur baissa les yeux. « Il est parti, mais pas paisiblement. Je lui ai tout raconté, chaque note, chaque raison. Je lui ai donné les originaux, ce qu'il me restait. Il les a pris, mais il ne m'a pas pardonné. Et où est-il maintenant ?» Ballantyne secoua la tête. « Je ne sais pas, mais il a dit quelque chose avant de partir, que le passé ne pouvait pas être effacé, juste enterré. » Miss Marple jeta un coup d'œil à Crail, puis à Ballantyne. « Alors, il faut retrouver Marc Leclerc, avant qu'il ne décide de procéder lui-même à l'enterrement. » L'air à l'intérieur du vieux cottage était particulièrement tendu, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'impression qu'une histoire trop longtemps réprimée finissait par se frayer un chemin. L'inspecteur Crail arpentait tranquillement le foyer froid, les yeux plissés tandis qu'Owen Ballantyne, ou quel que soit son nom complet, s'asseyait à la petite table éraflée et se frottait les tempes avec des doigts habitués aux tâches et non au conflit. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Debout près de l'unique fenêtre, elle observait le vent qui soufflait dans les arbres entourant Gorse Hill. Les branches craquaient et soupiraient comme des fantômes agités, et lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce. « Vous savez que cela signifie, monsieur Ballantyne. Si Marc Leclerc est parti sans résolution, la colère encore palpable, il n'en a peut-être pas fini. Le manteau que vous avez laissé près de la rivière, le sang sur le sol de votre salle de musique, vous ont fait gagner du temps, certes, mais ils vous ont aussi rendu vulnérable. » Ballantyne leva les yeux, et, l'espace d'un instant, les rides de son visage s'adoucirent. « Je pensais avoir fait le bon choix, lui donner la musique, me confesser, pas seulement à lui, mais au monde entier. Je pensais qu'il comprendrait. » « Et qu'a-t-il dit ?»
demanda Crail en s'avançant. Quand tu lui as donné ces pièces, l'œuvre perdue d'Armand? Ballantyne serra le poing. Il a dit que j'avais profané une tombe, que mes tentatives pour terminer la musique pour complet. Ce que Claude a commencé était un acte d'arrogance, pas de dévotion. James Weatherby, resté silencieux jusque-là, s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Mais tu aimais Armand, n'est-ce pas ?» Il y eut une longue pause. « Je l'aimais plus que tout au monde, » murmura Ballantyne. « Et je l'ai trahi de la pire des manières, non pas en le volant, mais en cachant ce qu'il m'avait donné. Je pensais le protéger. Ou peut-être moi-même. » Miss Marple se détourna de la fenêtre. « Le clerc a-t-il dit où il allait ?» Ballantyne secoua la tête. « Juste qu'il était venu pour entendre la vérité, et que je devais me préparer à en subir les conséquences. » Crail jura dans sa barbe et prit son carnet. « On va lancer une recherche discrète, inspecter les auberges, les postes de police, partout où il a pu séjourner. S'il a encore la musique sur lui, on pourrait la retrouver de cette façon. » « Il ne la détruirait pas, » dit soudain Ballantyne, la voix plus forte. Il me détestait, mais il ne détruirait pas l'œuvre de Claude. Cette musique, c'était tout ce qui lui restait. Miss Marple hocha lentement la tête. « Alors c'est notre fil conducteur. S'il accorde plus d'importance à la musique qu'à la vengeance, nous devons trouver où il l'a emmené. Quelqu'un au village l'a peut-être vu. Quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour lui parler. »« Il n'y a pas beaucoup de gens ici qui parlent français, » marmonna Crail. « Mais Leclerc est malin, » répondit Miss Marple. « Il ne parlait que s'il le voulait, et il y a une personne au village qui est restée remarquablement silencieuse. » Elle regarda James qui leva les yeux confus. « Madame Cribben, » dit Miss Marple. « Elle prétend n'avoir rien vu, mais elle loue sa chambre à l'arrière à des voyageurs, et elle est connue pour être plutôt sélective. » À leur retour, qu'au village, le crépuscule commençait à tomber, la lumière grise se déployant par couches sur Nether Linford. Miss Marple demanda à l'inspecteur Crail de rester au coin de la rue, tandis qu'elle s'approchait du cottage couvert de lierre, à l'extrémité de Mill Lane. Madame Cribben ouvrit la porte, un tablier saupoudré de farine et un regard réservé. « Oh, Miss Marple. Et le cercle de couture? »« Non, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Je viens au sujet de votre locataire. » Madame Cribben ne répondit pas tout de suite. Elle pinça les lèvres, puis s'écarta en soupirant. « Elle savait que ce n'était pas bien, » dit-elle à voix basse. « Il a payé d'avance, une semaine, assez poli, mais quelque chose chez lui clochait. Sa façon de regarder le piano dans le coin comme si c'était une plaie ouverte. Miss Marple entra lentement. A-t-il laissé quelque chose derrière lui? Madame Cribben fit un signe de tête vers la cheminée. Un paquet, emballé dans du papier Kraft, qu'il a dit que si quelqu'un venait le demander, il fallait le lui donner. Son. J'ai supposé qu'il parlait de toi. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. A-t-il dit où il allait? Il a seulement dit qu'il ne reviendrait pas, et que la vérité avait déjà éclaté. Crail entra en ouvrant le paquet. À l'intérieur se trouvait un folio plat en cuir, le genre de ceux que les musiciens portent pour protéger leur partition originale. Elle l'ouvrit lentement, avec précaution. À l'intérieur se trouvaient 3 manuscrits, des pages jaunies et impeccables, annotés à la main à l'encre délavée mais toujours lisibles. Dans le coin supérieur de chacun se trouvait un monogramme, Californie. Mais il y avait plus. L'intérieur de la couverture se trouvait une lettre, écrite en français, mais d'une écriture trop ferme pour être ignorée. Miss Marple traduisait à haute voix, tandis que Crail et James se penchaient. « À quiconque trouve ceci, Claude Armand a fait confiance à la mauvaise personne. Je suis venu en Angleterre, non, pas pour me venger, mais pour faire la paix avec un mensonge. J'ai entendu la musique et je sais maintenant qu'elle n'appartient plus à aucun de nous. Je laisse ça ici car c'est trop lourd à porter plus loin. Faites-en ce que vous devez. Marc Leclerc. » Miss Marple plia la lettre et la remit délicatement dans le folio. « Il est parti, » dit-elle doucement, « et ainsi la dispute prend fin. »
Crail prit une inspiration. Pas de meurtre, pas d'accusation. Non, acquiesça Miss Marple, juste un règlement de compte. Un règlement de compte qui a pris des années et a failli coûter des vies. Ballantine fut amenée discrètement en ville ce soir-là et retrouva le manuscrit. Non pas en triomphe, mais en silence. Il fixa le folio comme un homme regardant dans un cercueil et resta longtemps silencieux. Finalement, il a simplement dit « c'était toujours à Claude ». Et Miss Marple, qui n'était pas du genre à faire des histoires, hocha simplement la tête. Plus tard, elle s'assit près du feu, l'affaire derrière elle, bien que toujours présente. Elle réfléchit, non pas au vol ou à la tromperie, mais à la façon dont la culpabilité s'accroche comme un brouillard, épais et froid, s'infiltrant partout, et comment la rédemption, lorsqu'elle survient, ressemble rarement à une victoire. Finalement, le village exhala, non pas de joie, mais du soulagement qui suit une tempête enfin passée. Le piano du presbytère se tut à nouveau, son dernier, air résonnant encore quelque part entre justice et chagrin, et Miss Marple, toujours vigilante, retourna à son tricot, un œil sur le feu, l'autre sur la musique de la nature humaine, qui, elle l'avait appris depuis longtemps, jouait sur des tonalités bien plus dangereuses que n'importe quel nocturne jamais écrit. Bien que le folio des manuscrits de Claude Armand ait été retrouvé sain et sauf et que Marc Leclerc ait disparu avec une intention délibérée, Miss Marple ne parvenait pas à oublier l'affaire. Le village de Nether Linford, malgré sa tranquillité retrouvée, portait un malaise qui bourdonnait sous la surface. Les conversations reprirent dans le salon de thé, et le jardin du curé résonna à nouveau de rires légers et de porcelaine qui s'entrechoquaient, mais tout cela était un peu trop rapide, un peu trop empressé. Comme si les villageois cherchaient à se convaincre que rien de véritablement scandaleux ne s'était produit, qu'Owen Ballantine était simplement parti et revenu, un homme tranquille au passé trouble, rien de plus. Miss Marple le savait. Le comportement humain ne se réinitialise jamais aussi facilement. Elle s'attendait à n'entendre que peu de choses à ce sujet une fois le folio remis aux autorités et discrètement confié à la British Library. Pourtant, un étrange malaise la reprit quelques matins plus tard lorsqu'elle reçut par la poste une enveloppe sans aucune mention, si ce n'est son nom écrit d'une main inconnue. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Pas de salutation, pas de signature. Juste une ligne, soigneusement tapée. Il manque encore d'autres pages. Elle lut le message 2 fois, puis une 3e fois, le retournant entre ses mains. L'enveloppe avait été remise en main propre. Ni timbre, ni cachet postal. Et le papier, épais et texturé, était d'un type invendu à Nether Linford. Elle plia calmement le mot et le posa près de sa tasse de thé. Cet après-midi-là, elle rendit visite à l'agent de liaison de la British Library à Belford, un certain monsieur Gibbons, qui confirma que le feuillet ne contenait que 3 œuvres achevées et une 4e fragmentaire, des pages déchirées, en milieu de mesure et se terminant brusquement. Rien dans la lettre de Marc Leclerc ne mentionnait une composition manquante. Miss Marple hocha lentement la tête, le remercia et rentra chez elle dans un silence pensif. S'il y avait eu plus de musique, alors quelqu'un l'avait soit gardée, soit détruite. Et les 2 possibilités posaient un problème. Elle se retrouva une fois de plus dans la salle de musique du presbytère, où la tache décolorée du sol était désormais dissimulée sous un nouveau tapis, et où le piano droit avait été dépoussiéré et recouvert. Madame Hampstead, toujours prompte à accueillir les visiteurs, apporta un plateau de scones et s'installa à côté de Miss Marple, l'air déterminé à se rendre utile. « Tout est un peu défraîchi maintenant, n'est-ce pas ?» dit-elle en versant le thé. « La petite mésaventure de M. Ballantine. Une chose terrible, bien sûr, mais il est plutôt discret ces temps-ci. J'imagine que oui, dit Miss Marple, et le village semble ravi de le laisser faire. » Madame Hampstead parut légèrement scandalisée. Eh bien, il ne faudrait pas râler sur de vieilles blessures, n'est-ce pas? Il en a payé le prix, à sa manière. Et la pauvre Edna n'a cessé de sursauter depuis.
Puis-je vous demander, dit doucement Miss Marple, a-t-on trouvé autre chose dans cette pièce? Après sa disparition, avant l'arrivée de la police, Madame Hampstead pencha la tête. Pas que je me souvienne. Enfin, oui, quelques pages volantes, mais ce n'était que des gribouillis. Une musique incohérente. Le pasteur les a ramassés et comptait les rendre, mais je ne pense pas que M. Ballantyne les ait jamais réclamés. Tu les as toujours? Je crois qu'ils sont dans le vieux tiroir du buffet. Je vais les chercher. Elle quitta la pièce, et Miss Marple se leva, et se dirigea vers le piano. Elle souleva le clavier, et laissa ses doigts parcourir les touches, sans appuyer, se contentant de caresser la froideur de l'ivoire. C'était ici qu'avait eu lieu la dernière représentation, non seulement pour le public du jardin, mais pour qu'un spectateur bien plus intime. La dame Hampstead revint avec une enveloppe rigide en papier kraft, dont les coins étaient jaunis. À l'intérieur se trouvaient 6 feuilles de musique, certaines partiellement notées, d'autres entièrement raturées. Mais une page se démarquait, un mouvement lent, inachevé, mais suffisamment structuré pour suggérer qu'il appartenait aux autres du folio. Et tout en haut, juste assez faible pour échapper à l'attention occasionnelle, se trouvait le même chiffre musical, Californie. Je me demande, murmura Miss Marple, si Marc Leclerc a déjà vu ça. Madame Hampstead fronça les sourcils. Tu crois qu'il l'a raté? Non, répondit Miss Marple d'une voix distante. Je crois que quelqu'un d'autre l'a trouvé avant. Elle emporta le drap en partant. Elle rendit ensuite visite à Edna, qu'à la bonne qui était partie chez sa sœur à Glenshaw, non loin de là, après le choc de la soirée dans le jardin. Miss Marple la trouva dans une modeste chaumière, épluchant des pommes de terre avec de petits gestes anxieux. « J'espère. Que cela ne vous dérange pas que je vous appelle, » dit-elle chaleureusement. « Oh, Miss Marple, je ne suis pas très friande de visite en ce moment. Pas de chichi. Je voulais juste vous dire un mot, à propos de l'après-midi où M. Ballantyne a disparu. » Edna regarda ses mains. « J'essaie toujours de l'oublier. Ce rouge sur le sol, ce n'était pas grand-chose, mais ça avait l'air frais. C'est toi qui l'as trouvé, n'est-ce pas ?» Edna hocha la tête. « Oui, madame. Je suis entrée pour lui apporter son thé et j'ai trouvé la pièce vide. Ce sang et la musique toujours au piano. C'était étrange. Y avait-il autre chose qui n'allait pas ?» Edna hésita puis dit « Il y avait un homme. Je n'ai jamais prévenu la police, car je ne l'ai pas bien vu. Juste une ombre traversant le couloir devant la salle de musique. J'ai cru que c'était un invité. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait personne. Grand ou petit? Grand, je crois. Il se déplaçait vite, comme s'il savait où il allait. » Miss Marple hocha la tête. « Merci, ma chère, c'est très utile. » À son retour au village, le crépuscule avait repris sa lente descente, le jour cédant à l'ombre avec une grâce réticente. Miss Marple ne rentra pas chez elle. Elle se dirigea plutôt vers la maison d'hôte, près de la sortie du village, où James Weatherby avait récemment élu domicile, louant un petit studio au-dessus de l'atelier du menuisier. Il a ouvert la porte presque immédiatement, l'air surpris mais pas désagréable. « Mademoiselle Marple, quelque chose ne va pas ?»« Pas faux, monsieur Weatherby, juste incomplet. » Elle lui tendit la partition retrouvée. Il la prit lentement, les yeux plissés, étudiant la notation. Ceci n'était pas dans le folio. Non, il était au presbytère. Oublié ou peut-être caché. Il leva les yeux. « Tu crois que Marc l'a laissé derrière lui ?»« Non, dit-elle doucement. Je pense toi. Je l'ai trouvé avant tout le monde. » Son expression ne changea, du moins pas au début, mais quelque chose dans sa façon de tenir le papier, trop légèrement, trop prudemment, le trahit. « Pourquoi le cacherais-je ?»« À toi de me le dire, » dit-elle en entrant. « Tu connaissais l'œuvre d'Armand. Tu as perçu la confession de Ballantyne pour ce qu'elle était. Peut-être croyais-tu que la musique méritait de rester inachevée, ou peut-être craignais-tu ce qui pourrait advenir si elle ne l'était pas. Tu étais proche des deux hommes, à ta manière. Tu comprenais leur voix,
Leur vulnérabilité. James déglutit. Je ne voulais tromper personne, je ne voulais pas que tout cela finisse dans l'amertume. Mark était en colère, certes, mais plus que ça, il était en deuil. S'il avait vu cette page, s'il avait pensé qu'il y avait toujours de plus, il ne serait pas parti. Et au lieu de ça, tu lui as laissé croire que c'était fini. Il hocha la tête, la honte se lisant sur son visage. Je n'aurais peut-être pas dû, mais je voulais la paix, pour tous. Miss Marple reprit la musique de ses mains tremblantes. « Il n'y a jamais de paix dans le silence, monsieur Weatherby, » dit-elle doucement. Seulement le silence avant la note suivante. Et puis, avec la même sérénité avec laquelle elle avait commencé son enquête, elle se retourna et sortit dans la nuit, sachant que la musique n'était pas encore terminée. Elle avait juste changé de tonalité. La lune se levait sur Nether Linford lorsque Miss Marple atteignit son cottage. La lumière argentée effleurait les murs du jardin et les toits carrelés, conférant au village une élégance silencieuse et fantomatique. Elle se déplaçait avec un calme mesuré, mais son esprit s'agitait selon un rythme régulier, chaque révélation renforçant sa conviction que quelque chose d'essentiel planait encore, hors de portée, non dissimulé par malveillance, mais par le besoin bien humain de protéger plutôt que de révéler. Elle déposa la dernière partition inachevée de la chambre de James sur son bureau et alluma la petite lampe en cuivre à côté. L'encre pâle scintillait faiblement, et ses doigts parcoururent les portées, remarquant où les dernières mesures s'étaient simplement arrêtées au milieu d'une phrase, sans cadence, sans résolution. Le dernier accord s'éteignit comme un souffle retenu trop longtemps. Il n'y avait eu aucune intention de le terminer. C'était la vérité que James avait tenté de contenir, non pas que la musique avait été oubliée, mais que son silence avait été intentionnel. Mais le silence de qui? Elle repensa à Mark Leclerc, sa retraite marquée non par la violence mais par l'abandon. Cette lettre laissée chez Madame Cribben avait sonné le glas, n'est-ce pas? Un renoncement. Faisant ce que tu dois faire, il avait écrit. Et pourtant, elle savait maintenant qu'il y avait autre chose. Le dernier mot, pour ainsi dire, avait été intercepté, retenu par James peut-être par loyauté conflictuelle, mais retenu néanmoins. Et si quelqu'un d'autre le savait, aux premières lueurs du jour, elle retourna au presbytère. Le vicaire l'accueillit avec la douce perplexité d'un homme toujours à 2 pas des événements du village. « Mademoiselle Marple, j'allais justement sonner pour le thé. Entrez. Vous avez l'air très déterminée ce matin. Je me demande, révérend, dit-elle doucement, si vous pourriez m'aider. À son retour, M. Ballantyne a-t-il dit ce qu'il comptait faire des manuscrits? Pas directement, répondit-il. Il a mentionné assez vaguement qu'il voulait se racheter. Il a dit que la musique était la seule chose honnête qui lui restait dans la vie, qu'il devait la vérité à Claude. Miss Marple hocha la tête, et quelqu'un d'autre lui a-t-il rendu visite, depuis son retour. Le vicaire réfléchit, les lèvres pincées. Non, personne à ma connaissance. Il est resté plutôt discret, écrivant surtout. Quoique... Oui? Eh bien, il y avait un petit détail. Étrange maintenant que j'y pense. Il y a 2 jours, je suis allé lui chercher du pain frais de la cuisine de Madame Hampstead, et j'ai remarqué qu'il était dans la salle de musique, sans jouer, juste assis, les yeux fixés sur le piano. Il tenait quelque chose. On aurait, dit une petite photo. Je l'ai vite rangée en entrant. Tu as vu ce que c'était? Je n'en ai eu qu'un aperçu. C'était peut-être un portrait sépia, à l'ancienne. C'était suffisant. Elle le remercia et partit, non pas vers sa maison, mais vers l'autre bout du village où Ballantyne avait élu domicile provisoirement dans l'aile du gardien de l'école désaffectée. C'était un petit logement, plein de courants d'air fonctionnels mais pas chaleureux. Il ouvrit lentement la porte lorsqu'elle frappa. « Mademoiselle Marple, » dit-il sans surprise. « Je me demandais quand vous reviendriez. J'espérais pouvoir vous dire un mot, bien sûr. » Il s'écarta. La pièce sentait l'encre et les feuilles sèches. Des manuscrits gisaient sur le bureau à des stades d'achèvement divers, et le petit poêle à charbon crépitait,
faiblement dans un coin. Elle remarqua le folio de la bibliothèque posé sur le rebord de la fenêtre, un presse-papier en verre empêchant le vent de le disperser à nouveau. « Je ne vous demanderai pas si vous avez vu les pages, » dit-elle, « parce que je crois que vous saviez déjà qu'elles existaient. » Valentine esquissa un faible sourire. « Je savais que quelque chose avait été laissé derrière. Que ce soit par Marc ou par moi, je n'en étais pas sûr. James l'a trouvé, il l'a gardé. Non par malveillance, mais par peur de ce que cela pourrait signifier. » Valentine hocha la tête. « C'est ce que je pensais. Il a bon cœur. »« Trop. Bon, peut-être. As-tu fini la composition ?» demanda-t-elle. « Non, je ne pouvais pas. » Il s'assit lourdement. « Non pas que je ne sache pas comment, mais parce que ce n'était pas à moi de conclure. J'avais écrit les notes, certes, mais la voix, c'était celle de Claude. Et je suppose que j'ai toujours eu peur qu'en essayant de conclure, je sois à nouveau jugé. Durement. Par l'histoire. Par Marc. Peut-être même par moi-même. » Miss Marple s'approcha. « Et pourtant, vous avez conservé ce dernier fragment. Pourquoi ?» Il resta silencieux un instant, puis dit « Parce que c'était tout ce qu'il me restait de lui. Ce mouvement inachevé était la dernière chose sur laquelle nous avions travaillé ensemble, avant la guerre, avant que tout ne change. Il n'a jamais été joué, jamais publié, juste griffonné dans une pension de Montmartre après trop de vin et un manque de sommeil. Je l'ai conservé comme une relique. Marc ne savait pas. » Valentine leva les yeux. « Non, s'il l'avait fait, il ne serait pas parti aussi paisiblement. » Miss Marple marqua une pause, puis s'assit en face de lui. Et pourtant, quelqu'un d'autre le savait. Il haussa un sourcil. Quelqu'un qui a vu ce que James avait découvert. Quelqu'un qui a compris que toute la vérité n'avait pas été révélée. Et ils m'ont laissé un message. Juste une ligne. Il manque encore d'autres. Pages. Elle l'observait attentivement. À sa grande surprise, ce n'était pas la culpabilité qui brillait sur son visage, mais la peur. « J'ai reçu le même mot, » dit-il doucement. « Il s'est glissé sous ma porte il y a 3 nuits. Pas de nom. Juste le message. » Miss Marple se renversa en arrière. « Alors, ce n'était pas de Marc, j'en suis maintenant certaine. » Valentine se frotta le front. « Mais qui d'autre s'en soucierait? Quelqu'un qui veut quelque chose. Les manuscrits, peut-être. Ou un héritage. Ou peut-être simplement faire pression sur quelqu'un dont la réputation est déjà écornée. » Il y eut alors un silence, lourd et palpitant sous le poids de pensées non exprimées. Miss Marple se leva. « Monsieur Valentine, je ne crois pas que votre histoire soit terminée, mais je vous demanderai, pour votre sécurité, de ne pas quitter le village et de garder cette dernière page près de vous. » Il hocha la tête d'un air réservé. Elle le laissa dans la pénombre et retourna rapidement vers la place. Le mot ne venait pas de Marc, ni de James, mais de quelqu'un du village, quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui en savait assez pour déceler l'absence de résolution, et qui comptait bien en tirer parti. Elle s'arrêta brusquement près du cimetière, un souvenir revenant à elle, Madame Langford. Lors de la garden party, elle avait confié que la musique lui donnait des frissons. Mais elle avait aussi été professeure de piano, des années auparavant, avant la mort de son mari. Elle avait conservé une collection privée de partitions rares et s'était même vantée d'en avoir joué. Armandes études sur le temps, un morceau que l'on croit inédit en Angleterre. Avait-elle reconnu plus de choses qu'elle ne le laissait paraître? Miss Marple se retourna vers son cottage, les rouages de son esprit s'enchaînant avec une clarté silencieuse et terrible. Ce n'était plus une histoire de culpabilité, c'était une histoire de possession, et quelqu'un à Nether Linford croyait détenir la dernière page. La seule question était de savoir ce qu'il comptait en faire. Ce soir-là, Miss Marple alluma un feu dans son salon et s'assit, son carnet ouvert, sans toutefois y écrire. Elle fixa tranquillement les flammes vacillantes, repensant aux motivations et aux liens possibles qui avaient émergé depuis la garden party. La disparition supposée, la musique cryptique, le manuscrit restitué, la page manquante, et maintenant,
Les notes inquiétantes glissaient sans laisser de traces sous sa porte et celle de M. Ballantyne. Les faits ne désignaient pas Marc Leclerc. Son départ avait un caractère définitif. James Weatherby, malgré son erreur de jugement, n'avait pas agi par intérêt personnel. L'inspecteur Crail avait confirmé plus tôt qu'aucune personne correspondant à la description de Leclerc ne s'était présentée à Belfort, ni n'avait demandé un billet d'avion pour l'étranger. Le Français avait bel et bien disparu, alors qu'il avait à la fois la connaissance et la proximité nécessaires pour s'immiscer dans le déroulement des événements, qui avait à la fois la raison et le désir d'utiliser la musique non pas comme un hommage ou une confession, mais comme une monnaie d'échange. Elle reporta ses pensées sur Madame Langford, qui avait été curieusement vigilante tout au long de l'affaire. Pendant la garden party, elle avait perçu des variations de ton dans le nocturne que personne d'autre n'avait mentionnées. Elle les avait qualifiées de simplement obsédantes. Mais mademoiselle Marple se souvenait clairement de son expression maintenant, une expression de reconnaissance et non d'admiration. Et puis il y avait le détail qu'elle avait laissé échapper concernant la relation inédite d'Armand, étude sur le temps. Il n'avait pas été imprimé en Angleterre, et pourtant Madame Langford prétendait l'avoir joué. C'est cela qui la dérangeait plus que tout. Le lendemain matin, Miss Marple partit peu avant 9 heures. L'air était vif et une légère brume s'accrochait aux haies basses, tandis qu'elle empruntait l'étroit sentier menant à Ivy Bank Cottage, où Madame Langford vivait avec son chat et une collection enviable de revues musicales datant des années 1930. Elle trouva la veuve s'occupant de son jardin, manches retroussées et ciseaux à la main, même si aucune fleur ne requérait son attention. « Oh, Miss Marple !» dit joyeusement Madame Langford en s'époussetant les mains. « Vous venez prendre le thé ? Si je ne vous dérange pas, dit Miss Marple, c'est une belle matinée pour partager une tasse tranquillement. Bien sûr, entrez. Le chat a déjà pris ma chaise, mais vous trouverez l'autre très confortable. » À l'intérieur, le salon était toujours aussi méticuleusement agencé, avec des napperons parfaitement alignés et un léger parfum de sachet de lavande dans l'air. Tandis que Madame Langford s'occupait du plateau de thé, le regard de mademoiselle, Marple parcourut la pièce d'un regard léger. Le pupitre était toujours près du piano, et à côté l'épaisse pile de manuscrits qu'elle avait remarquée lors de sa dernière visite. « J'ai pensé à Monsieur Ballantyne », commença Miss Marple sur le ton de la conversation. « Sa petite performance a plutôt ébranlé le village, n'est-ce pas ?» Madame Langford esquissa un sourire crispé en versant. « Eh bien, il avait toujours eu un côté théâtral, non ? Ces disparitions, tout ce mystère. C'était astucieux, je l'avoue, mais pas aussi mystérieux que certains voudraient le croire. Oh ! La musique qu'il jouait n'était pas entièrement originale, vous savez. Elle était basée sur quelque chose de très ancien, perdu même. » Madame Langford marqua une légère pause avant de passer la tasse. « J'imagine que seule une personne à l'oreille fine aurait pu saisir cela, » poursuivit Miss Marple d'un ton léger. « Quelqu'un d'expérimenté. Un professeur, peut-être. »« Je joue un peu, comme vous le savez, » dit Madame Langford d'une voix douce. « Je joue depuis des années. Certaines œuvres d'Armand ont circulé en Europe avant la guerre, vous savez. Elles n'ont pas toutes été publiées correctement. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. « Et bien sûr, des collectionneurs avisés acquéraient parfois des pièces rares par des voies moins formelles. Des particuliers, des brocanteurs à Paris. Je n'ai jamais quitté l'Angleterre, j'en ai peur. »« Ah !» dit Miss Marple d'un ton doux. « Alors, c'est assez remarquable que vous sachiez étude sur le temps. Si j'ai bien compris, il n'en existe que 2 exemplaires. L'un a été détruit à Vienne. L'autre est toujours conservé dans des archives privées à Bruxelles, scellé jusqu'en 1950. Mais j'imagine que vous parliez d'une autre étude. Madame Langford n'a rien dit. Le feu crépitait faiblement dans la grille. « Je me demande, » poursuivit. « Doucement, Miss Marple. Si vous aviez croisé des œuvres de Claude Armand il y a des années dans vos cercles musicaux,
Si vous aviez reconnu sa main lorsque Ballantine jouait le nocturne à la garden party. Madame Langford se retourna alors lentement. Si c'est le cas, dit-elle, quelle importance? La musique est perdue, oubliée, ou du moins, elle l'était. Mais vous saviez que ce n'était pas le cas, dit Miss Marple. Et quand vous l'avez réentendu, vous avez compris que quelqu'un l'avait ramené, quelqu'un qui n'y avait aucun droit. J'imagine que cela vous a mis très en colère. Les mains de Madame Langford se crispèrent légèrement. Il l'a volé. Le monde a pleuré Armand, l'a qualifié de génie. Et cet homme était resté assis là-dessus pendant des décennies. Il a laissé les notes pourrir dans ses tiroirs. J'ai su ce que c'était dès qu'il l'a joué, mais personne d'autre ne l'a su. Personne ne s'en souciait. Ils ont applaudi parce que ça sonnait bien joli. Alors vous m'avez écrit, dit Miss Marple, et à Monsieur Ballantine, pour lui rappeler que la vérité n'avait pas été entièrement révélée. Je voulais que ça s'arrête, dit Madame Langford, non pas avec venin mais avec une certitude lasse. Je voulais que la musique appartienne à quelqu'un qui la comprendrait, qu'elle la chérisse, pas qu'elle serve à laver une réputation. S'abattit sur le silence. Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis, gentiment, « Où est la dernière page, Madame Langford ?» Il n'y avait plus de déni. Le silence était sa réponse. Madame Langford se dirigea vers le placard au fond de la pièce. Elle ouvrit un tiroir étroit et en sortit une feuille conservée sous verre comme une relique. « Je l'ai gardée précieusement, » dit-elle. « Je ne l'ai pas détruit. Mais je ne faisais pas confiance aux autorités, et je ne lui faisais pas confiance non plus. Je pensais que si je le gardais, quelqu'un le ferait peut-être. Demandez le bonne question. » Miss Marple prit la feuille avec douceur. Elle était authentique. Elle le voyait à l'écriture, au filigrane sur le papier, aux motifs familiers marqués dans la marge. Californie. Et dans les dernières mesures, une signature de 4 notes intégrée à la structure harmonique. Un adieu à la fois complexe et personnel. Ni vol ni culpabilité. Quelque chose de plus profond, une bénédiction. « Merci, » dit-elle doucement. « Tu as bien fait. » Madame Langford s'enfonça dans son fauteuil. « Allez-vous lui dire ? » ?»« Je vais. »« Et tu vas me le rendre ? » ?»« Je pense qu'il devrait être conservé là où toutes ces histoires finissent. » dit Miss Marple, ni caché ni entre les mains des vivants, mais dans des archives où il pourra être lu et non réécrit. Elle quitta le chalet avec la page soigneusement protégée, son poids léger dans son sac, mais néanmoins capital. La voix finale de la mélodie avait été trouvée, il ne restait plus qu'à faire les comptes. Vous avez dit « Poursuivez l'histoire en maintenant un flux solide et logique qui s'intègre parfaitement à la partie précédente. » La transition doit être naturelle et captivante, garantissant le bon déroulement de l'enquête. Chaque événement doit s'appuyer sur le précédent, menant au développement suivant sans changement brusque. Suivez ces directives. Maintenez un lien étroit entre le récit et la section précédente. Assurez-vous que la chronologie reste solide et cohérente, sans sauts ni détours inutiles. Le ton, le rythme et le style doivent correspondre aux flux établis. Maintenez le suspense et l'intrigue tout en guidant l'histoire vers le moment clé suivant. Évitez les titres ou les sauts de section. L'histoire doit être continue et immersive. Répondez toujours directement dans le chat sans perturber le format de l'histoire. Section. Section 10. 200 mots. Commencez à écrire dès maintenant. ChatGPT a dit « Le vent s'était à nouveau levé lorsque Miss Marple atteignit son cottage, tirant doucement sur les manches de son manteau et faisant bruisser les arbres le long de la place du village. Elle marchait d'un pas assuré, la dernière page de la partition bien en main, et ses pensées étaient organisées avec la même précision silencieuse. Il n'y avait eu ni confrontation, ni cri, ni révélation grandiose, seulement l'extraction, minutieuse et nécessaire de la vérité. C'était, après tout, la seule justice à laquelle Miss Marple croyait vraiment, non pas la punition, mais la clarté. Elle alluma le feu et posa la bouilloire sur la plaque de cuisson. Pendant que l'eau chauffait,
Elle posa le manuscrit sur sa table. Un instant, elle le contempla simplement. Les notations étaient élégantes, d'une émotion contenue, et pourtant, en suivant les dernières mesures sur la page, elle pouvait presque entendre la résolution qu'elles avaient longtemps niée. Ce n'était pas le triomphe qui émergeait de ces notes, mais le calme. Un adieu qui n'attendait rien en retour. Elle songea une fois de plus combien il était étrange que la musique puisse parler si clairement là où les mots manquaient. Elle n'a pas attendu le matin. À un peu plus de 6 heures, sous un ciel qui s'assombrissait et un châle serré autour des épaules, elle retourna à l'école. Elle savait que Ballantyne serait réveillée. Les hommes dans son état dormaient, rarement, et même lorsqu'ils dormaient, leur sommeil n'était jamais profond ni réparateur. Il ouvrit la porte vêtu d'un cardigan en laine et affichant un air de lassitude qui avait pris un caractère permanent. « Je pensais que ça pourrait être toi, dit-il. « J'ai quelque chose pour toi, répondit-elle. Elle entra, la chaleur du petit poêle ne parvenant pas à dissiper la chaleur âcre de l'air. Il la conduisit à la table où il avait laissé le livre, désormais fermé. Un stylo était posé à côté, fermé, intact, attendant. Miss Marple a posé la dernière page dessus. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tendit la main vers le livre, et pendant un instant, il le fixa du regard, comme s'il craignait que le toucher ne révèle un piège. Puis, lentement, il s'installa dans son fauteuil et lut. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Quand il leva enfin les yeux, ses yeux étaient devenus vitreux. Elle la gardait. Miss Marple hocha la tête. Elle le reconnaissait pour ce qu'il était, mais elle craignait aussi ce qui arriverait s'il vous revenait inachevé. Elle avait raison d'avoir peur, dit-il d'une voix rauque, parce que je ne mérite pas de le finir. Tu l'as déjà fait, dit doucement Miss Marple. Tu l'as terminé dès que tu l'as interprété à la garden party. Tu n'avais pas besoin des notes, tu avais besoin du public. Non pas pour te louer, mais pour voir ce que tu ne pouvais pas dire. Il déglutit difficilement. Claude disait toujours que la musique était une confession, que c'était une façon de dire la vérité sans avoir à se justifier. Mais je pensais pouvoir me cacher derrière. Tu ne l'as pas fait, dit-elle. Tu as simplement mis trop de temps à y faire face. Il baissa les yeux, puis plia la page et la plaça dans le folio. Je veux qu'elle aille à la bibliothèque. Tout. Laissons quelqu'un d'autre en décider. J'ai déjà parlé à M. Gibbons à Belford. Il veillera à sa conservation. Bien, murmura Ballantyne, parce que je ne peux plus le porter. Miss Marple posa doucement une main sur la table. Vous n'êtes pas obligé. C'est le don des fins, Monsieur Ballantyne. Elles nous permettent de nous débarrasser de nos fardeaux. Quand elle est partie, il était toujours assis là, fixant le feu, non pas comme un homme vaincu, mais comme quelqu'un qui vidait tranquillement la pièce des fantômes. Les jours suivants se déroulèrent comme dans tous les villages après les tempêtes, lentement, sans tambour ni trompette. La nouvelle se répandit que Ballantyne avait fait don d'un manuscrit important à des archives culturelles, et bien que personne ne parlât directement d'Armand, une compréhension tacite sembla s'installer parmi les villageois. L'affaire telle qu'elle avait été était close, non par la justice, mais par la révélation de la culpabilité et du secret. Madame Langford reprit ses occupations, tout comme Edna et les autres, même si certains semblaient un peu plus pensifs, au marché, comme si les événements avaient bouleversé leurs préjugés sur les gens parmi lesquels ils vivaient. Madame Criben, quant à elle, recommença à assister aux vêpres et se remit aux mots croisés avec une énergie renouvelée, évitant toute allusion aux invités mystérieux et aux chambres oubliées. James Weatherby quitta le village 2 semaines plus tard. Il s'arrêta au cottage de Miss Marple avant de partir, et ils prirent le thé sur le banc du devant, tandis que les dernières feuilles d'automne s'enroulaient le long du chemin. « On m'a proposé un poste à Paris », a-t-il déclaré. « J'illustrerai pour une maison d'édition. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est peut-être ce dont j'ai besoin. » Miss Marple hocha la tête. « Parfois, il vaut mieux recommencer là où tout s'est arrêté. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt.
À propos de la page, vous essayez de protéger quelque chose de fragile. Ce n'est pas un échec, monsieur Weatherby. C'est une erreur. Et on en tire des leçons. Il sourit faiblement, puis se leva. J'espère qu'un jour quelqu'un jouera le nocturne en entier, au bon endroit, avec le bon cœur. Quelqu'un le fera, dit-elle. Mais peut-être pas tout de suite. En le regardant s'éloigner, valise à la main, elle songea que souvent la fin d'un mystère n'était pas une révélation spectaculaire, mais une douce compréhension, une délivrance. La vérité, lorsqu'elle était pleinement dévoilée, criait, rarement. Elle murmurait plus tard dans la soirée, elle se retrouva de nouveau devant le feu, tricotant à la main le rythme apaisant. Le monde avait retrouvé son calme doux et trompeur, et pourtant, quelque chose lui restait en mémoire. Non pas la musique elle-même, mais la façon dont elle avait fait ressortir les vérités profondes de chacun. Des vérités sur le regret, sur l'héritage, sur la façon dont les gens s'enfouissaient, dans le silence lorsque les mots devenaient trop lourds. Elle prit son carnet et dans sa petite main bouclée, écrivit une seule phrase. La nature humaine, comme la musique, se résout toujours, mais jamais là où on l'attend. Puis elle ferma le livre, le mit de côté et reprit ses aiguilles. Dehors, la nuit tombait douce et sombre sur Nether Linford. Le vent faisait bruisser les dernières feuilles d'automne le long du sentier. Et de quelque part au loin, peut-être seulement imaginé, le son ténu d'un piano jouait une note unique et persistante. Près d'un mois jour pour jour après la garden party, Mademoiselle Marple reçut une lettre, un épais parchemin adressé à la main, estampillé du sceau de la division de la musique de la British Library. Elle l'ouvrit à son petit bureau, après avoir posé son thé à portée de main. La lettre était de M. Gibbons, l'informant que le folio complet de Claude Armand, y compris la dernière page récemment retrouvée, avait été authentifié et préservé. Le nocturne, ajoutait-il, devait être interprété lors d'un récital privé au printemps suivant. Un hommage au génie d'Armand, la contribution d'Owen Ballantyne étant saluée dans une modeste note de bas de page en tant qu'ancien élève et gardien de l'œuvre. Miss Marple sourit faiblement. C'était, pensa-t-elle, le résultat le plus honnête qu'on puisse espérer. Cet après-midi-là, elle traversa le village, passant devant la boulangerie et l'église, et s'arrêta, devant le piano du presbytère, fraîchement accordé et libéré du silence. La pièce semblait plus légère, comme si l'air lui-même s'était allégé. Le curé l'accueillit avec une tasse de thé chaud et lui tendit sans un mot le journal local, où un court article annonçait le don d'une composition autrefois perdue de Claude Armand aux archives culturelles nationales. Aucune mention du nom de Ballantine, aucune mention du village, juste la musique. Et c'était là, pensa-t-elle, la justice au sens le plus pur du terme, ni vengeance, ni châtiment, mais équilibre. La vérité enfin autorisée à respirer. En ressortant, elle remarqua Madame Langford près du pré, la posture un peu plus voûtée, mais le pas vif. Elle hocha la tête en apercevant Mademoiselle Marple, et bien qu'elles ne parlèrent pas, il y eut entre eux et elles un échange tacite. Madame Langford n'avait été ni punie ni humiliée, mais elle avait été vue. Et en étant vue, elle avait été comprise. Le lendemain, une pluie légère tomba, de celles qui gardèrent la plupart des villageois à l'intérieur, et imprégnait l'air d'un calme mélancolique. Miss Marple n'y prêta pas attention. Elle s'installa dans son fauteuil, le feu crépitant, ses aiguilles posées sur ses genoux, et médita non seulement sur le mystère de la musique, mais sur le mystère plus profond qu'elle avait révélé, la nécessité de préserver ce qu'on aime, même si cela implique de mentir, de dissimuler ou de se cacher derrière le voile de l'art. Après tout, il n'avait jamais été question de meurtre. Il s'agissait d'héritage. Ce qui reste après notre disparition. Qui raconte l'histoire? Plus tard, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, elle reprit son carnet et l'ouvrit à la dernière page. Elle ajouta une note sous sa dernière entrée. Certains crimes ne sont pas des crimes du tout, mais des comptes à rendre. Et parfois, les confessions les plus discrètes sont celles qui résonnent le plus fort. Elle ferma doucement le livre.
Le village dormait paisiblement cette nuit-là. La musique avait joué sa dernière note, la dernière page s'était tournée, et Miss Marple, comme toujours, demeurait immobile et vigilante dans le calme de son petit coin de monde, à l'écoute, toujours, de la prochaine mélodie humaine attendant d'être comprise.